ira chercher. Vos lunettes, par exemple. Ah, qu'ils aiment donc s'amuser avec les lunettes. Ils jettent dans le plat qui mijote une poignée de sel de trop. En dehors de la maison, les ateliers d'imprimerie sont pour eux un terrain de jeu dont il ne semble pas qu'il pourrait se passer. Mettre une lettre à la place d'une autre ou un mot, intervertir les lignes, ils ne s'en lassent pas. Leurs bons offices sont aussi inattendus. Le livre qui s'ouvre tout seul juste à la page qui ravivera votre mémoire à la veille d'un examen. L'objet qui vous eût blessé en tombant et qui se trouve arrêté dans sa chute. Heureux hasard, multiples et fréquents. Revenons-en au petit homme rouge en particulier. Tom Calmette, consciencieux et sévère historien du XVIIe siècle, qui lui a consacré de graves dissertations, le décrit, tout petit, si petit, qu'il arrive à passer par le trou d'une serrure, vêtu de rouge sous un bonnet de même teinte, de la forme d'un bonnet phrygien, symbole de la mascarade révolutionnaire, singulier couvre-chef pour un colocataire des rois. Était-ce une manière d'avertissement? Il voyageait beaucoup, avons-nous dit, et il semblait goûter de temps à autre les charmes champêtres. Près de Raon-l'Étape, il fut précisément parrain du lieu-dit vêtu de rouge. Aux Tuileries, il allait et venait partout sans qu'on lui accordât plus d'attention qu'à un petit animal familier, sauf si son espiègle menu figure se faisait triste. On était sûr alors de l'imminence d'un deuil ou d'un désastre. Où se retirait-il dans ce grand palais? Le nôtre nous rappelle qu'on ne découvrit jamais sa cage mystérieuse. Catherine de Médicis le faisait folâtrer autour d'elle, la première à rire de ses taquineries. En voulait-elle à quelqu'un? À quelqu'une surtout. Elle l'expédiait vers la personne en question qu'il avait ordre de tracasser durement. Seulement, il n'avait pas toujours les mêmes antipathies que son auguste patronne. Ainsi, il aimait beaucoup Marie Stuart, qu'elle n'aimait pas, ou qu'elle n'aimait plus, non sans excuse, il faut le reconnaître. Peu psychologue, l'impertinent lutin n'allait pas au-delà des choses, et le charme de notre reine temporaire a fait tourner d'autres têtes. Il vola pour elle, mais le gentil lutin savait-il ce que c'était que voler? La petite veuve se préparait à regagner son Écosse. Selon la coutume, elle ne pouvait rien emporter des bijoux de la couronne, et dans ces mornes conjonctures, il est peu probable qu'elle en eût du regret. Mais le petit homme rouge l'avait vu souvent se parer avec plaisir d'un certain pendentif orné d'une perle en forme de larme qu'elle réchauffait au creux de sa main puis appuyait sur sa joue. Alors le petit homme rouge décida de la lui donner à son insu
Subitement, la perle réapparut. On raconte que la douairière appliqua la main dessus comme sur un insecte prêt à s'envoler. Au siècle de Louis XIV, le petit homme rouge, toujours bien vivant et malicieux, n'aima pas. Nous ne disons pas qu'il la détesta, il n'avait pas de sentiments violents. La morganatique maintenant. Les antipathies comme les sympathies ne se discutent pas. Il cachait son livre d'heures où il le faisait tomber en éparpillant les images qu'il contenait. Il mettait du poivre dans sa tabatière. Elle était frileuse, on ne peut plus. Avec une cruauté enfantine, il organisait la ronde des courants d'air autour de sa victime. Coinçait les glaces de la voiture capitonnée faite exprès pour elle, tirait sur les couvertures dont elle s'enveloppait dans son fauteuil guérite, renversait sa chaufferette. Il aurait voulu aider Louis XVI, l'enlever à son établi de serrurier, mais en vain multipliait-il les pirouettes. L'apathique souverain l'écartait comme une mouche agaçante. Alors, pour ne pas voir les événements qui se préparaient, le petit homme rouge écœuré, déçu, partit pour un tour du monde. Et un soir, en Égypte, un soir qui était la veille de la bataille des pyramides, Bonaparte, allant et venant sans aide de camp, sous ces belles étoiles qui semblaient tout près, vit au bout de sa botte ce qu'il prit pour un curieux animalcule exotique. Il fit un mouvement pour s'en débarrasser, mais il entendit que mon général pardonne mon audace et veuille bien m'entendre. L'inactivité me pèse, et s'il lui plaisait de m'utiliser, j'aurais grand bonheur à travailler à sa gloire. Bonaparte ne s'étonna pas. Un Corse sait que le merveilleux est autour de nous. Il n'y avait pas si longtemps qu'il s'était complu à écrire un conte fantastique. Et puis, malgré sa taille exiguë, il y avait dans l'attitude de l'étrange brimborion, comme dans son accent, quelque chose d'indéfinissable, qui devait être cet air des cours que l'empereur chercherait si fort à recréer. Amusé un peu, charmé certainement, le jeune général écouta la proposition du petit homme rouge. Ils firent alliance pour un premier pacte de 10 années, reconnaissant qu'un agent secret quasi invisible et agile à se glisser partout représentait une précieuse acquisition. Et ce furent les 10 années que vous savez. Mais Bonaparte n'était encore que premier consul ce jour que, pénétrant dans l'un des salons des Tuileries, il aperçut sur la cheminée une enveloppe à son nom qui l'avait abordée. Aucune des personnes présentes ne put le renseigner. Bonaparte la décacheta. Elle contenait une feuille de papier avec ces 3 mots. Tu seras roi, et une signature, le petit homme rouge. N'ayant pas connu d'empereur, il ne pouvait désigner autrement la charge suprême. On s'étonnera qu'après avoir vécu dans l'intimité des souverains par droit de naissance, il eût offert ses services à l'usurpateur. Mais pourquoi n'aurait-il pas subi, comme les hommes, l'envoûtement napoléonien? Outre que, par nature, un lutin est assez superficiel et de rancune légère. Selon les récits, Napoléon eut encore à se louer de ses conseils en 1805 à Strasbourg, puis à Vienne en 1809, où ils renouvelèrent leur pacte venu à expiration. Il
Après ces dates, l'on n'entendit plus parler du petit homme rouge des Tuileries. Que devint-il? Comme tout être de l'espèce féerique, il pouvait vivre des siècles, mais sans échapper définitivement à la mort. Quand et comment celle-ci s'est-elle présentée pour lui? La ville de Strasbourg, où son souvenir est encore si vivant, revendique de lui avoir offert son